Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Aujourd'hui, les caméras de NEC Plus Ultra sont à Marseille, capitale de la culture européenne. Nous passons donc en revue le meilleur de la deuxième ville de France, sommaire. La beauté en haut lieu au sein du très étoilé hôtel Intercontinental. Le décorateur parisien Pierre Jovanovic nous reçoit au château. Marseille aime la mode et la mode le lui rend bien. La meilleure bouillabaisse se fait et se déguste au cabanon. C'est ça, le luxe. Pour commencer, je vous invite à découvrir l'Intercontinental Hôtel Dieu, ce palace nouvellement ouvert dans cette magnifique bâtisse du XVIIIe siècle, classé monument historique, et son spa, dernier cri. Ça commence bien, non ? L'Hôtel Dieu est désormais Intercontinental. L'ancienne bâtisse du XVIIIe siècle joue avec le temps et fait fusionner l'histoire et le luxe avec volupté, surplombant le vieux port et l'emblématique basilique Notre-Dame de la Garde, suspendue entre terre et mer. L'hôtel monumental est le symbole de la Renaissance marseillaise. Ses volumes pharaoniques accueillent un restaurant gastronomique, une brasserie et un spa. 200 employés veillent au confort des heureux clients. On a signé en 2005, il y a eu tous les permis, les plans, etc. On a commencé en 2009 et on a terminé là en 2013, début mai 2013, on a ouvert l'hôtel, donc presque 4 ans de travaux. Tout l'extérieur est classé, le bâtiment est classé, les 2 escaliers monumentaux sont classés, on a une dizaine de portes qui sont inscrites pareil. Le bâtiment est tellement magnifique. À l'intérieur, il faut faire une décoration contemporaine, chic mais sobre, pour mettre en valeur le bâtiment. Et ça, c'est le décorateur intérieur, Jean-Philippe Nuel, qui a fait la décoration intérieure de l'hôtel, très ancrée dans la ville de Marseille, parce qu'on retrouve le noir, le blanc, comme Jean-Philippe dit, l'ombre, le soleil. On voit la pierre de Cassis, on voit l'ardoise, les traits qu'on voit sur les églises de Marseille aussi. Puis il y a des petites touches très discrètes partout, de mer, de scintillement du soleil sur la mer, des poissons, le sable qu'on voit un peu partout dans l'hôtel. Jean-Philippe Nuel fait courir le noir et le blanc des sols aux colonnes en passant par les tissus rendant hommage aux célèbres rayures de la cathédrale de la Major. En 2 mots, authentique et chiquissime. On a 200 chambres dans cet hôtel. La moitié des chambres ont cette vue magnifique sur la Bonne Mer. Et la suite présidentielle est située au 5e étage, fait 156 mètres carrés, avec en plus une terrasse sous les coursives qui fait 80 mètres carrés, avec cette vue incroyable, et la terrasse est aménagée. Donc on a vraiment un intérieur et un extérieur sous les coursives qui crée une ambiance très très particulière et très 18e en fin de compte. Il est temps maintenant de pénétrer dans le spot beauté le plus en vue de Marseille. À l'abri des regards, le spa by Clarins se déploie sur 1000 mètres carrés. Le spa n'est non seulement un luxe, mais une nécessité dans le monde d'aujourd'hui, celle de voler du temps au temps, plonger en soi-même, c'est le sparadis. Cet hôtel, c'est une destination en lui-même, parce que déjà le bâtiment est emblématique, magnifique. Il y a un spa Clarins qui est magnifique aussi. Et en plus, on a un chef étoilé, Lionel Lévy, qui gère le restaurant et le restaurant gastronomique. Donc en plus, on y mange très bien. Attention, le chef va prendre la parole. On va proposer une cuisine méridionale autour du bassin méditerranéen avec tout ce qui est parfum, épices et saveurs, mais un petit peu revu avec ma touche personnelle. C'est un milkshake de bouillabaisse. Sur le fond, nous avons un aioli revisité qui est en fait une purée de pommes de terre montée à l'huile d'olive avec une purée d'ail et du safran. Ensuite, nous avons une brouillade d'œufs, donc c'est des œufs brouillés tout à fait classiques. Par-dessus, nous avons le poisson poché et l'écume de soupe de poisson. L'important, c'est déjà de connaître ces classiques. Et par la suite, ce qui est intéressant, c'est d'amener une touche contemporaine, donc soit par des épices ou des produits qui aujourd'hui, à travers le monde, sont tout à fait accessibles, ou alors des techniques de cuisson et des moyens complètement modernes de cuire, soit par
par les basses températures, soit par le siphon, soit par une congélation mais très rapide qui peut aussi amener une texture intéressante. Avec l'objectif principal, c'est de parfaire le goût et d'avoir le goût originel vraiment maximum, quoi. La farce est à base de veau et de légumes. Et à l'intérieur, j'ai mis du parmesan, de la poudre d'amande pour légèrement épaissir et donner un petit côté suave. Et je les sers avec des copeaux de parmesan, des chips d'ail, des copeaux de jambon pour amener un petit côté gras et puissant. Symbole d'une nouvelle génération de chefs et distingué d'une étoile, Lionel Lévy défend une cuisine créative contemporaine. D'avoir une idée et d'avoir un plat et un goût dans la tête ou dans l'assiette, c'est une chose. Mais ensuite, de le faire refaire exactement et parfaitement par les équipes, c'est tout le travail de mes collaborateurs. Il est chargé du restaurant gastronomique et de la brasserie, un grand écart qui n'en est pas un pour ce perfectionniste du bon goût. Les hommes qui portent le tablier, une tendance pas désagréable, ma foi. Je pense en ce moment, là, actuellement, à allier le cacao et les escargots. Les escargots en Provence, il y a ce qu'on appelle les sussarelles, les tout petits escargots. Et travailler l'escargot et le cacao, pour moi, ça commence à germer. Voilà une idée, par exemple, en avant-première de l'Alcyone. Et pour se remettre des créations du chef, je vous emmène dans la salle de sport de l'hôtel. La perfection sans effort est un doux rêve que l'on caresse le temps d'un bon dîner. Au réveil, on prend soin de ses abdos fessiers avec l'aide d'un coach. Et la fourmi dit à la cigale, eh bien, dansez maintenant. La pointe du raffinement, c'est le raffermissement. Vite. Allez, c'est bien. Il y a plein de raisons de quitter cet hôtel pour aller visiter Marseille, mais en même temps, il y a plein de raisons aussi pour rester tout un week-end à l'intérieur. Une destination, soit une porte sur la Provence, le mot de passe Carpe Diem. On poursuit avec une pause déjeuner chez le décorateur parisien Pierre Jovanovic qui vient, avec le talent qu'on lui connaît, de restaurer un château dans la région. Visite. L'âme d'une vieille maison est stratifiée dans ses époques successives. Cette maison du XVIIe siècle est chargée d'ondes positives et puissantes. Une élégance et une sobriété rares dans cette architecture que Pierre Jovanovic perpétue à la fois dans son jardin et dans son intérieur. Si les lignes géométriques apparaissent, l'esprit du lieu est davantage bucolique que mathématique. Le centre de la maison semble être partout et la circonférence nulle part. J'ai vu une annonce un jour et j'ai vu cette photo de cette maison qui est un plan carré. Je voulais vraiment pas acheter une maison historique et je trouvais que c'était assez joli quand même d'aller voir cet endroit. Donc j'ai appelé l'agent immobilier qui s'occupait de la vente de ce lieu. Et on est arrivé ici dans un lieu très romantique où les arbres avaient trop poussé, la forêt était luxuriante. Et j'ai senti à la seconde que cette maison était pour moi. La chose la plus compliquée dans cette maison, effectivement, c'était de garder l'âme. Garder l'âme, c'est très compliqué. C'est où aller le curseur entre les choses que je dessinais moi pour la maison, avec du bois brut qu'on va voir, et puis des meubles que j'ai chinés au cours du chantier, au cours du temps. Ce sont des placards cachés. Voilà, il y a une géométrie, et une géométrie utile, c'est que tout ça, ça me sert de placard, de tiroir, de dossiers pour les bureaux. Ça, c'est Klara Kristalova, c'est une peintre et plutôt céramiste suédoise qui doit avoir 40 ans. J'adore son travail, je trouve que c'est très facile de vivre avec, c'est très poétique. Là, c'est un lustre de Pavotinel aussi qui est très léger. Chaque lustre était des œuvres différentes, uniques. Un intérieur dont chaque objet traduit la personnalité du propriétaire, un regard en retour qui vous déshabille. La salle à manger, elle est quand même austère. J'ai repris ce plafond qui a été fait au 19e. Donc on l'a restauré, il était là. J'ai ajouté une corniche lumineuse pour qu'on ait l'impression que le plafond flotte plus, parce qu'elle n'y était pas, cette corniche. Et j'ai changé le sol avec un jeu de damier en pierre qui reprend exactement le calpinage du plafond. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on faisait dans les années 40 aussi, ce qui aurait pu être fait dans cette maison à l'époque ou si elle avait été refaite à cette époque-là. Sans brusquer personne, Pierre Jovanovic réécrit doucement l'histoire et brouille les époques. Acheter une maison comme ça, justement, ça permet de s'enrichir l'esprit. Et donc je me suis énormément documenté sur l'architecture du XVIIe dans cette région, dans le Var, près d'Aix-en-Provence, qu'il faisait.
Au XVIIe, il faisait des choses très sobres, très minimales quasiment, et ce qui correspond bien avec l'esprit que j'aime particulièrement. Donc je me suis documenté, j'ai trouvé qu'on faisait des gypseries. Alors les gypseries, c'est des choses en gypse, comme du plâtre sculpté. Ils avaient la technique plutôt du gypse parce que c'était de la matière qu'ils trouvaient sur place. Donc j'ai voulu faire ça, donc ça c'est un côté assez classique, et interpréter avec mon esprit, mon style, mes goûts plus profonds. La première vertu d'une maison ne disparaît pas sous l'excellence de ses meubles et de ses objets. Ses murs sont accueillants et la vie prend le pas sur le matériel qui devient son allié. Une ode au partage et au vivre ensemble plutôt que la démonstration de force d'un professionnel. Le repas sera servi dans ce service aux couleurs de thym et de soleil, en résonance avec les paysages et la nature omniprésente. J'adore respecter le lieu. Ma vaisselle, c'est de la vaisselle locale. Je veux qu'on se sente ici, en Provence, avec des saveurs, des odeurs de Provence. Une Provence dont la ruralité est élégante et sobre, une austérité joyeuse, sublimée avec passion par Pierre Jovanovic. Bonjour Magali. Ça c'est nouveau, ça vous venez de le faire? Oui. Voilà. C'est génial. À chaque fois, vous prenez quoi? L'empreinte d'une feuille du jardin? Oui, tout à fait. Donc chaque feuille est différente? Chaque feuille est différente. Incroyable. Quand les arbres nous inspirent, on leur supprime une ou deux feuilles et on moule dessus. C'est des gens que j'aime beaucoup parce qu'ils ont une humanité et ils ont une élégance. Voilà, c'est l'élégance du geste. Et quand on voit des choses comme ça sort de leur cœur et je trouve que c'est d'une sophistication qui me plaît beaucoup et qui m'émeut. Et voilà, je les aime et j'ai envie de les aider pour que leur business prospère. La beauté intérieure, c'est ce qui importe à cet architecte d'intérieur, justement. Il sait écouter battre le cœur d'une maison, d'une région, de ses habitants et magnifier ses pulsations. Une visite extraordinaire, mais avant tout un voyage intérieur au cœur d'un homme qui se livre dans ses réalisations. Il crée autour de lui un écosystème magique dont on conserve longtemps la sensation d'harmonie. La mode cette semaine met à l'honneur les jeunes talents euro-méditerranéens. C'est une exposition proposée par la Maison de la Méditerranée à Marseille. Il n'y a pas de défilé. À Marseille, la mode fait son show. La capitale européenne de la culture aime la mode, comme en témoigne l'expo produite par la Maison méditerranéenne des métiers de la mode, MMMM. Un événement qui s'inscrit dans un lieu qui mêle collection d'art contemporain et projection de photos. Au fil des collections, on plonge dans l'univers créatif des 21 créateurs lauréats euro-méditerranéens, invités en 2012 à la MMMM. Une manifestation qui donne des envies de changer de garde-robe. Quoi de neuf? Plein de choses, un bouillonnement à Marseille comme d'habitude. La mode envahit la rue. Là, nous avons travaillé, c'était pas vraiment le mot, on s'est amusé à partir de l'univers créatif de 21 créateurs qui sont les lauréats de la Maison méditerranéenne des métiers de la mode, animée et créée par Marilyn Belleuil-Viagourou. Alors c'est une exposition qui est extrêmement riche puisqu'elle est introduite par les images que vous voyez derrière moi qui sont le fruit d'un casting sauvage et qui sont dus à l'objectif assez unique de Ferrante Ferranti. Nous avons travaillé d'une manière assez arty, avec des moyens multimédia, c'est-à-dire que chaque lauréat a bénéficié d'un clip vidéo qui est plongé dans un bassin recouvert d'une eau virtuelle. Cette eau virtuelle a été faite avec des photographies de textiles qui ont été animées avec des images 3D et qui révèlent les univers créatifs des 21 lauréats. Ella Eisenberg, créatrice israélienne de mode masculine, donne à voir ses trouvailles griffées Maison Rouge. Les 21 lauréats que nous avons reçus de 2010 à 2013, qui représentent 9 pays de la rive sud de la Méditerranée. C'est un projet aussi franco-méditerranéen. Ils ont participé à des masterclass. Ils ont rencontré à peu près 120 personnalités qui se sont penchées sur les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer en essayant de leur apporter des solutions. Ce que nous faisons depuis des années pour les créateurs marseillais, c'est bien sûr de les accompagner dans leur créativité, mais surtout dans leur développement économique. Et ce que nous avons voulu reproduire aujourd'hui avec la Méditerranée, avec ses créateurs, c'était bien sûr encourager la création et en même temps leur apporter tous les éléments pour qu'ils deviennent des acteurs économiques de leur pays. Accessoires, parures, les indispensables d'une modeuse accomplie. Le fait de se retrouver une semaine par mois hors de mon atelier
hors de Paris, avec d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que les miennes. Ils m'ont aidé à me restructurer de manière concrète. Et, voilà, et donc depuis, j'ai ouvert une boutique à Paris. La plume, c'est chic. Ça m'a remise en perspective certaines choses qui me sont chères, qui sont la liberté de création, qui sont le rapport personnel avec la femme, la fille, qui a envie ou qui va porter. Et je trouve que là-dedans, il y a une richesse énorme qu'on perd finalement quand on vend. Moi, jusqu'à présent, j'avais surtout vendu à des boutiques, à des acheteurs professionnels, etc. Et je n'avais pas du tout travaillé sur le côté retail. Or, je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait, d'être en contact vraiment avec une clientèle. Donc finalement, ça s'apparente avec le fonctionnement des maisons de couture d'autrefois. Bara Ben Boubaker, créatrice tunisienne diplômée d'ESMOD, tisse des liens entre costumes traditionnels tunisiens et vêtements contemporains. La maison de la création m'a surtout apporté une ouverture sur le monde. Ça m'a apporté aussi une réflexion différente sur ce que je faisais auparavant. Parce que, étant sur Tunis, avec mon environnement quotidien, etc., c'était pas vraiment une ouverture sur tout ce qui se passe autour, sur tout ce qui est mode. Donc j'ai fait la maison, j'ai fait beaucoup plus le tissage parce qu'ils m'ont orienté beaucoup plus vers le tissage. Donc du coup, j'ai redécouvert aussi ce côté en Tunisie. J'ai découvert justement ce moyen d'avoir un tissage différent de ce qui se trouve sur le marché. Christina Sfez, créatrice marseillaise de 26 ans, imagine des robes de mariée et des tenues de cérémonie pour petits et grandes. Des créations qui marient poésie et esprit vintage. Le Qatar est devenu maintenant un membre de l'Organisation internationale francophonie. On réfléchit de faire une multi-coopération avec Marseille dans le domaine des modes, d'échange des créateurs, créatrices, des montées des marques à Doha. La 4e quitte la Canebière pour changer de look et prendre ses aises dans 1000 m² au cœur du nouveau quartier d'affaires euro-méditerranéenne. C'est notre nouvel espace mode, puisque nous quittons notre siège historique sur la Canebière pour aller dans le nouveau quartier d'affaires et de culture euro-méditerranée. C'est vraiment là le poumon, la nouvelle orientation que nous avons choisi, on va dire, d'accompagner et qui va nous permettre dans 1000 m² de réunir enfin les 3 composantes de la maison Méditerranée Métiers la Mode, qui sont la formation universitaire au travers du master, la maison de la création, puisque nous recevrons toujours des lauréats euro-méditerranéens, et puis bien sûr l'économie, puisqu'aujourd'hui c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 20 000 emplois pour la filière textile-habillement pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'Italien Paolo Enrico explore l'art du pliage et de la superposition pour sublimer la maille. Mais quel est l'intérêt du parrain Chanel? L'intérêt, c'est de l'intérêt intellectuel. Ce n'est pas un intérêt financier ni autre. C'est un intérêt intellectuel d'abord d'être en contact avec tous ces jeunes créateurs. C'est de pouvoir apporter ce qu'on sait. Et c'est de pouvoir, me semble-t-il, développer de plus en plus ce concept de mode méditerranéen qui a vraiment des spécificités. Le styliste Maracci Artsi Ifra, créateur d'Arce, présente sa collection imaginée autour des tissages traditionnels et de lignes orientales à découvrir bientôt dans un concept store à Marrakech. Pas de Marseille sans bouillabaisse, je vous emmène non pas dans les bars à touristes, goûter celle que tout le monde mange, mais je vous emmène goûter des yeux pour le moment le nec plus ultra de la bouillabaisse, dans un cabanon évidemment. Marseille sans bouillabaisse, c'est un peu comme Paris sans la Tour Eiffel. Cette spécialité locale, qui remonte à la Grèce antique, symbolise à elle seule la joie de vivre et la convivialité qui règne dans la cité phocéenne. De sa dégustation à sa préparation dans un cabanon de pêcheurs, un luxe inouï, nous essaierons de percer le secret de ce plat traditionnel, en écoutant l'histoire de la gourmette de Saint-Exupéry. Mais avant, on veut la recette du chef. On commence toujours par mettre l'oignon. Et l'ail après, parce que moi l'ail il brûle autrement. Vous mettez l'oignon, l'ail, un peu de concentré de tomate, hein, et après vous jetez vos poissons comme ça, ni écaillés ni vidés. C'est des poissons de soupe, c'est des petites rascasses, c'est que des petits poissons. Évidemment, je ne vous ai pas dit qu'il faut saler, poivrer, mettre du fenouil. Et après, je vous dis, une fois que vous avez passé toute cette mixture à la moulinette, vous obtenez ce jus. Pas touche, on savoure d'abord avec les yeux.
C'est vrai qu'il y a une charte de la bouillabaisse qui dit qu'il faut certains poissons, c'est-à-dire le chapon, le Saint-Pierre, Nous, non. On met dans la bouillabaisse les poissons qu'on a pris la veille ou l'avant-veille en pêchant. Ça donne moins envie, là. Ceux-là, ils sont très délicats à cuire. Je vais le sortir, le Saint-Pierre. Vous allez voir qu'il a déjà sûrement toute la gueule qui est partie. C'est vrai que c'est pas très présentable. Par contre, quand vous le mangez, ça a une texture de chair qui est très, très appréciée. Le secret d'une bonne bouillabaisse, des poissons de toute première fraîcheur. Et pour une bouillabaisse comme ça, il faut compter à peu près 5 heures, 5-6 heures. C'est long, on a faim, nous. Oh, magnifique ça. Alors par contre, maintenant, il est bouillé là. Ah mais oui. Miam miam, je comprends que cette saveur en ait fait fondre plus d'un et ce jus, un délice. Et la rouille, bon, ben, il suffit de faire moutarde, œuf, sel, piment, évidemment. Hein, voilà, ail. Plus ou moins, sûrement il est frais l'ail. Donc on en met moins que l'hiver qu'il est sec. Voilà. Et puis c'est tout. Et après vous le montez avec le fouet ou avec un pilon. Et hop là. Et ça monte. Hein. Une savoureuse bouillabaisse accompagnée d'un bon vin saupoudré d'une pointe d'accent et d'un soupçon de chaleur humaine et tout va pour le mieux. C'est plus la convivialité et l'ambiance qu'on crée autour de la bouillabaisse qui fait que les gens la trouvent bonne. Même Daniel Auteuil n'est pas resté insensible à la bouillabaisse du loup Pichoum Nice. Ils ont apprécié parce que d'Auteuil, il est revenu 3 jours après. Il a dit oh, je vais encore en manger une avec mon staff. Et il est revenu 3 jours après à manger une autre. Hein. Mais les côtes phocéennes abritent également d'autres mystères, comme celui d'un grand prince de la littérature française, Antoine de Saint-Exupéry. C'est passé le 7 septembre 1998. Et à l'époque, j'étais un vrai pêcheur, j'avais un vrai bateau, que voici, qui s'appelait l'Horizon. C'était un chalutier de 25 mètres avec 1000 chevaux à bord. Et le chalut est un filet qu'on traîne sur le fond de la mer, et donc il ramasse tout ce qui s'y trouve. Et ce jour-là, la météo était très mauvaise. Et je dis à mon équipage, je leur dis, les gars, on va faire un coup de chalut au large des Calanques. Pendant qu'on fait route, l'équipage trie le poisson. Et au bout d'une demi-heure, mon second vient me rejoindre à la passerelle et il me dit « Jean-Claude, j'ai trouvé une gourmette ». Et je prends la gourmette, je mouille mon doigt et je frotte, parce que c'était tout noir là, on ne voyait rien. Du coup apparaît Antoine. Et puis bon, la curiosité me poussant, je frotte encore et apparaît de Saint-Exupéry. Je remets la gourmette aux affaires maritimes et j'apprends que la gourmette a été remise aux héritiers de Saint-Exupéry par le ministère de la Guerre de l'époque, sans me demander quoi que ce soit, j'étais inexistant. Et là, j'apprends que ces messieurs, qui sont les neveux de Saint-Exupéry, les fils de sa sœur la plus jeune, j'apprends qu'ils mettent en doute l'authenticité de la gourmette. Et je vois des coupures de journaux du monde entier où je passe pour un faussaire. Et il y a un plongeur qui s'appelle Luc Vanrel, dont le père était corailleur, qui connaissait des morceaux d'avion à côté de Riou. Alors le père de Luc dit à Luc, plonge à tel endroit, je connais des morceaux d'avion. Luc plonge, et effectivement, à 85 mètres de fond, à côté de l'île de Riou, il trouve un train d'atterrissage et divers morceaux éparpillés sur le fond. Sur un morceau d'avion, on trouve le numéro de châssis de l'avion de Saint-Exupéry. 4 ans et demi après avoir découvert la gourmette. Je deviens le pêcheur de miracles. D'un coup de chalut, on a su que Saint-Exupéry est mort comme il est mort et qu'il a tué. Et cette histoire fait toujours couler autant d'encre. En attendant, et à défaut de dessiner un mouton, vous reprendrez bien un peu de bouillabaisse. Le luxe ici, l'authenticité, donc la qualité. L'adresse est secrète, mais si vous nous harcelez sur notre page Facebook, je finirai bien par vous la donner. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook pour voir ou revoir cette émission. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe à Nec Plus Ultra est avant tout une histoire de cœur. Au revoir. Le Mucem est un bâtiment magnifique posé au bord de l'eau qui invite par cette exposition, le noir et le bleu, à plonger dans les paradoxes de la civilisation méditerranéenne. Ceci est la couleur de mes rêves, disait Miro au moment où il se retire à Majorque pour s'immerger dans cette Méditerranée pétrie d'ombre et de lumière.
L'envers et l'endroit d'un même monde, un yin et un yang qui s'impliquent l'un l'autre autour des œuvres de grands maîtres. Ce rêve méditerranéen, Thierry Fabre, le commissaire de l'exposition, le poursuit avec des artistes contemporains et nous conduit avec intelligence entre terre et mer le long d'une nuit bleutée où les deux couleurs se mêlent sans se confondre. À la fois pointue et fascinante, l'exposition marque les esprits comme les cœurs, fait sourire et pleurer à la fois.